le directeur général de l'agence de 20 minutes comme d'économie 25, et la méthode de l'énergie. Chers camarades, chers frères et amis, d'avoir donné la parole et en confiance en nous-mêmes. Je voudrais commencer par saluer tout le monde, tous nos compatriotes qui sont là présents, saluer aussi la très forte mobilisation. Commencer par saluer mon grand frère et ami Marta Sissé, qui est en train d'abattre un travail titanesque, un travail extraordinaire, inédit, exceptionnel au Sénégal, sur le plan de l'énergie de façon globale, et sur le plan de l'électricité en particulier. Je le salue, je le remercie, je le félicite aussi pour les responsabilités. Je l'encourage également pour les défis qui nous restent à relever. Je salue le ministre, notre frère aussi, pour son engagement, Malik Gaïd, sa discrétion, son engagement et sa loyauté. Je salue la présence des ambassadeurs d'excellence, Madame le vice-consul, je vous salue. Je salue aussi votre engagement militant. Je salue la présence de notre ami consul, Excellence Tamsir Faye. Merci pour vos actions. Merci pour votre engagement. Je salue notre patron, le patron de la DSE, MSA. Félicitations pour la mobilisation. Salut aussi à Simon. Merci pour la présence et merci pour la présence et la contribution. C'est un ami serreur, je disais tout à l'heure que les serreurs sont là en masse, parce que c'est la réflexion stratégique. Et les serreurs sont connus pour être intelligents. Bon, c'est dans le cadre du bulletin de la présentation. Je salue mes parents, cousins Halboula. J'en fais partie parce que mon cousin Halboula. Je salue. Merci. Je salue la présence de ma sœur, de notre sœur, elle est là. Très discrète. Nous partageons fatigue, nous partageons bonheur. Merci encore une fois pour le soutien que tu nous as toujours apporté. Je salue la présence de tous les responsables. Émile, la responsable des femmes, Maud, le responsable des cadres, Latir, tout le monde, sans oublier personne. C'est difficile de parler après Matar Cissé. Extrêmement difficile. Mais je vais essayer de placer quand même quelques mots. Dans le cadre de la transition énergétique, je retiens sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a développé, que c'est une modification structurelle et en profondeur des techniques, des stratégies de production et de consommation de l'énergie. C'est ce que je retiens en résumé, en un mot, c'est ce qu'il a développé tout à l'heure sur la transition énergétique. C'est la maîtrise de l'énergie. Il faut juste retenir que c'est le rapport entre l'énergie utile produite et l'énergie finale consommée. En définition, c'est ça la maîtrise de l'énergie. C'est l'ensemble des pratiques, des stratégies qui sont utilisées pour limiter la consommation, pour réduire les factures, pour éviter les pertes sur l'énergie produite et pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà en résumé, qu'est-ce que c'est la question relative à la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de l'énergie a commencé au Sénégal vers les années, nous avons commencé à la pratiquer en tant qu'État vers les années 70, dans le cadre de la crise pétrolière des années 70. Des initiatives gouvernementales ont été prises, mais qui n'ont pas réellement impacté. Les résultats escomptés n'ont pas réellement été atteints. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, que j'ai le privilège et l'honneur de diriger, grâce au président de la République, M. Macky Sall, notre frère, notre ami. C'est vrai que c'est pas politique, mais bon, le meilleur profil sur le plan technique, politique et institutionnel dans le monde, sans démagogie, sans populisme. C'est un parcours unique grâce à lui. Et grâce à son engagement, grâce aussi au soutien de ses parents. Donc l'agence a été créée en 2011, dans un contexte extrêmement difficile. Le ministre Matar Cissé l'a dit tout à l'heure, même s'il a accepté d'être regardé, c'est une marque d'humilité. Merci beaucoup, Matar. 2011, c'est dans un contexte de crise énergétique sans précédent au Sénégal, avec des émeutes sociales. Et je pense en grande partie même, c'est ce qui a fait perdre en réalité l'ancien régime de pouvoir. Donc l'agence a été créée avec comme mission principale la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc tous les types d'énergie, électricité,
produits pétroliers, hydrocarbures et dans tous les secteurs d'activité. L'administration, les ménages, les industries. Avec deux objectifs, réduire les consommations finales à hauteur de 40% avec date de référence 2012-2020 dans le cadre de la lettre de développement du secteur de l'énergie, réduire les factures publiques d'électricité à hauteur de 10 à 15% par an. Donc voilà les deux objectifs qui sont fixés à l'Agence pour le domaine de la maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Nous avons essayé rapidement de développer des programmes dans ces différents secteurs. Dans l'administration, par exemple, je vais partager avec l'existence deux programmes rapidement. Le premier programme que nous avons élaboré et que nous avons essayé de mettre en œuvre, c'est le programme santé qui vise l'audit, la réduction des factures publiques d'électricité et leur suivi. Ce programme nous a permis d'auditer les 7000 politiques d'abonnement de l'administration, centrale, décentralisée, et les EHPAD, les établissements publics d'autonomie financière. L'audit a révélé deux types d'anomalies, des anomalies techniques et des anomalies administratives. Nous avons apporté des corrections à toutes les anomalies administratives révélées par ce public, parce que c'est des solutions qui ne nécessitent pas des investissements financiers. Par exemple, c'est des compteurs qui peuvent être défectueux, c'est des services de l'État qui peuvent déménager en oubliant entre guillemets de résilier le contrat, c'est des inadéquations entre la demande et l'offre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons corrigé toutes les anomalies administratives et ces résultats que nous avons obtenus et que nous avons osé présenter publiquement devant tous nos partenaires, c'était si 3 mois on était à plus de 500 millions d'économies financières pour l'État du Sénégal en 2015. En 2016, on était à plus de 2 milliards. En 2017, on était à plus de 2 milliards 200 économisés financièrement au profit de l'État du Sénégal. Ça, nous l'avons fait. Et au moment où nous parlons, nous sommes en train d'apporter des corrections au niveau des anomalies à caractère technique, c'est-à-dire l'acquisition et la pose des batteries de compensateurs. L'autre chose que nous avons faite dans le cadre de l'administration, c'est auditer le système d'éclairage de 33 bâtiments administratifs grâce à notre dynamique partenariale. Et après l'audit de ce système d'éclairage, nous avons changé les lampes qui étaient sur place dans toutes les structures de l'administration, pratiquement. La primature, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, et tous les ministères qui ont des actes locaux. Voilà. Après notre passage, le mois suivant, toutes les lettres que nous avons reçues émanant de ces institutions, c'est 40 à 60% de réduction sur la facture au niveau de ces institutions. Dans le domaine des ménages, nous sommes en train de travailler sur un programme que nous appelons éclairage efficace qui consiste à changer toutes les notes incandescentes au niveau des ménages par des lampes à économie de LED. L'option de départ, c'était les LBC, les lampes à basse consommation. Et nous nous sommes rendus compte que c'est les lampes qui comportent du mercure. Il faut parallèlement mettre en place un système de récupération, de recyclage du mercure. Donc nous avons finalement opté pour le bon pour les LED. Nous avons déjà réalisé l'étude d'impact environnemental et stratégique, l'étude de faisabilité. Nous sommes dans le cadre du programme qui consiste à changer ces lampes. Et au finish, au terme de ce programme, ce sera 80 MW en termes de capacité de production. Et le Matar l'a dit tout à l'heure, mon ami Matar, c'est l'équivalent de 4 centrales de 20 MW chacune. Donc voilà les efforts que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'administration, dans le cadre des ménages, dans le domaine des industries pour que nos industries soient beaucoup plus compétitives également. Je l'appelle assistance technique. Donc, chaque année, nous dégageons une bonne partie de notre budget réservé à toutes les institutions publiques comme privées qui font appel à nous, à notre expertise. Nous avons les ressources humaines qu'il faut, la logistique qu'il faut pour répondre positivement et favorablement à ces demandes. Donc là aussi, dans le cadre des entreprises de presse, dans le cadre des industries halieutiques, un peu partout, nous essayons d'intervenir. Deux autres choses que nous avons faites encore dans le secteur, c'est la communication. Je pense qu'il y a 5 ans, peut-être la question relative à la maîtrise de l'énergie n'était pas connue ou très connue des Sénégalais. Aujourd'hui, je peux dire que presque tous les Sénégalais, en tout cas une bonne part de nos compatriotes, ont reçu ou reçoivent des conseils régulièrement. C'est la base d'une campagne de communication agressive et intensive, adossée à un plan de communication très efficace. Donc aujourd'hui, l'AFP est un peu partout, dans la rue, on est au niveau des affiches, on est à la télé le soir, on est à travers les zones des radios de la place, on est sur les sites en ligne, on est un peu partout. Même à l'aéroport, si vous descendez de l'aéroport, vous verrez forcément des affiches sur la maîtrise de l'énergie, sur l'agence, et les conseils sont donnés de façon régulière. Donc nous utilisons tous les spots de communication,
Nous parcourons les pays, nous faisons des campagnes de communication, des porte-à-porte, des mobilisations sociales et des causeries à travers les comités régionaux de développement, les comités départementaux de développement. Donc, en termes de communication, de sensibilisation, nous avons pratiquement sensibilisé presque tout le monde. Toutes les couches sociales, toutes les catégories, les DAGE des différents ministères pour le suivi de leurs factures, les imams, presque tout le monde, les élus, les leaders, pratiquement. En termes de formation aussi, c'est pareil. Donc, nous sommes en train de faire des efforts considérables sur le plan de la formation, sur le plan de la sensibilisation. Le dernier élément sur lequel je vais terminer, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire et instrument favorable. Jusqu'à présent, nous importons beaucoup d'équipements énergivores au Sénégal. Il faudra mettre en place un cadre juridique, institutionnel, réglementaire pour promouvoir les équipements performants et limiter ou bien supprimer une bonne fois pour toutes, et les douaniers aussi ont été informés pour ça, pour qu'ils puissent reconnaître physiquement les équipements qui ne doivent pas être introduits au Sénégal. Donc nous avons introduit 2 projets de décret pour interdire définitivement l'importation au Sénégal, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation des lampes à incandescence ou des lampes fluorescentes. Nous travaillons aussi, et c'est des normes qui sont déjà disponibles, nous avons même prévu cette année de faire une campagne de sensibilisation sur la question pour promouvoir encore une fois la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il l'a dit tout à l'heure, et je vais terminer sur ça, il est plus facile d'économiser de l'énergie que d'avoir des projets de centrales, élaborer des projets, aller chercher de l'argent, exécuter les projets sur le terrain. Donc encore une fois, je lance un appel à tout le monde pour que la maîtrise de l'énergie, nous en avons besoin pour les populations qui n'en ont pas. Nous en avons besoin parce que nous sommes un pays en développement. Et je pense et je suis convaincu que c'est la base de la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie que je viens d'élaborer au niveau de l'AEB, Horizon 2030, que j'appelle Sénégal bleu. Je pense que même, arrivé au plan Sénégal émergent, nous allons relever ensemble les défis. Je salue la présence du consul général du Sénégal à Paris, qui vient de nous rejoindre. L'exposé du directeur général m'a fait penser à un spot publicitaire des années 80 avec le président Boucaï. Et à l'époque, on disait là, c'est l'Algérie. C'est une politique qui a été menée depuis quelques années et qui vient également à son œuvre avec les progrès et le cadre réglementaire qui va être élaboré. C'est l'heure et l'occasion de passer la parole à mon gamou, mon esclave, Michel Nicolas Sidelgaï, qui nous a fait l'insigne honneur de participer à cette conférence. Il est consultant en stratégie. Nicolas est également le fondateur du think tank l'Afrique des idées. Je pense que c'est des initiatives à saluer pour la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, avoir le courage d'avoir fait des études ici, d'avoir acquis des connaissances et de se lancer au service de son pays et de son continent. Nicolas, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Je tiens bien entendu à remercier M. Cissé et M. Faye pour la qualité de leurs interventions et je souhaite les interpeller sur un certain nombre de points précis pour leur donner également l'opportunité d'approfondir certains sujets. Le directeur général de la Sénélec l'a dit tout à l'heure, le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays africains, connaissent une tendance démographique assez galopante. Donc, si on prend un pays typique d'Afrique de l'Ouest qui a un taux de croissance démographique de 2,6% à peu près, on va dire que tous les 30 ans, on double la population du pays. Donc, ça fait que de manière mécanique, la demande en énergie ou en électricité ne fait que s'accroître. Ça, c'est pour ce qui concerne les ménages. Si on regarde ce qui concerne les entreprises,
Le directeur général de la Sénélec a évoqué tout à l'heure la structure de notre économie. Le secteur industriel occupe certes aujourd'hui une place relativement faible, mais a vocation à occuper une place beaucoup plus importante si on veut créer des emplois, ne serait-ce que dans l'industrie ou dans l'agro-industrie. Donc là encore, de manière mécanique, on va avoir une demande des entreprises en matière d'électricité qui va beaucoup s'accroître. Donc ça, c'est du point de vue de la demande. Maintenant, il y a un autre sujet, on l'a rappelé tout à l'heure, le Sénégal appartient à une communauté internationale qui a pris un certain nombre d'engagements par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est d'une certaine façon une contrainte. Et puis, un troisième sujet, c'est par rapport à la tarification. Aujourd'hui, le coût du kilowattheure coûte à peu près 120 francs CFA en moyenne. Je parle sous le directeur, sous le contrôle du DG, qui me corrigera si je me trompe. C'est un coût qui réduit le pouvoir d'achat de nos ménages, qui réduit la compétitivité de nos entreprises à l'international. Donc il y a un enjeu important aussi. Donc c'est comment on répond à une demande en respectant nos engagements à l'international, tout en maîtrisant nos tarifs pour que l'électricité ou l'énergie soit accessible aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Et je pense qu'un des leviers pour répondre à cette équation, c'est de travailler sur le mix de sources de production d'électricité. Et là-dessus, je souhaite interpeller le directeur général de la Sénélec sur un point assez précis. C'est par rapport à la part du charbon et à la part du gaz dans les sources de production d'électricité. Sur la question du charbon, on a la centrale de Saint-Loup, qui a une capacité de production de 125 MW, qui fonctionne au charbon, alors qu'on sait que c'est une source d'énergie assez polluante, et que pour la communauté locale de Bargny, qui représente à peu près 70 000 personnes, il y a un vrai enjeu en termes de qualité de vie. Si on se projette également avec des découvertes de tortues Sangomar, Yaka, dans quelques années, notre pays va être un producteur de pétrole, mais surtout de gaz. C'est ça qui nous intéresse le plus par rapport à l'électricité. Donc, on aura encore plus de possibilités pour faire fonctionner nos centrales sur la base du gaz et peut-être moins sur la base de sources d'énergie comme le charbon. Donc, du coup, ma question, M. Cissé, c'est comment vous comptez vous appuyer sur ces leviers pour réduire la part du charbon dans le mix énergétique, quand je pense à Saint-Loup, quand je pense à la centrale de Mboro, et comment on fait aussi pour s'appuyer sur le gaz qu'on va produire dans quelques années pour augmenter notre capacité à répondre à une demande qui ne fait que croître. On doit répondre tout de suite, c'est ça? Oui, je vous remercie. Question précise, réponse précise. C'est-à-dire, la décision politique est l'une des choses les plus difficiles. Hein, parce que vous arbitrez souvent des contradictions. C'est en permanence et parfois en temps réel qu'il faut agir. Et il faut également assumer les engagements du Sénégal, quels qu'ils puissent être, que ce soit au niveau international, mais surtout avec le secteur privé international qui intervient dans nos pays. Sinon, ils perdent confiance. Ceux qui veulent venir perdre confiance, ils n'arriveront pas. Et le Sénégal est connu pour être un pays qui respecte ses engagements depuis toujours. Et en termes de paiements internationaux, notre État n'a jamais eu de défaut. Cela pour dire que nous sommes arrivés à la centrale de Saint-Loup et au charbon dans le respect des engagements qui avaient été souscrits et dans la continuité de l'État. Le mix énergétique du Sénégal avant 2015 est un mix qui faisait une part importante au charbon, qui était identifié comme l'énergie la moins chère, et peut-être l'énergie qui devait permettre de donner l'électricité à un maximum de Sénégalais, mais surtout d'atténuer la contrainte par rapport aux industriels. Parce que c'est une chose de réussir l'accès à l'électricité pour les ménages, pour tout le pays, c'est une autre d'en faire un facteur de compétitivité pour notre économie, parce que le coût, vous l'avez dit, est élevé. L'électricité coûte encore cher au Sénégal. Et donc le gouvernement, en 2005-2006, avait pensé qu'il fallait avoir un mix énergétique à base de charbon. Et donc des contrats avaient été signés pour Saint-Loup 1 et 2. Normalement, Saint-Loup, ça avait 2 centrales. Avant même Saint-Loup, il y avait KEPCO, avec les Coréens, si vous vous souvenez. Ensuite,
négociations ont été faites avec d'autres opérateurs internationaux pour faire 350 MW à Mboro et même à Kayar avec Jindal, les Indiens. Mais naturellement, le président de la République nous a dit « Je ne peux pas avoir le privilège d'assister à la découverte du gaz sénégalais et continuer ces projets de charbon. » Donc, on a essayé de reconstruire notre mix en privilégiant naturellement le gaz. Et la première opération qui va être faite sera, si les indications sont confirmées, il y a un pétrole qui est apparu au large du pays sérère, là, c'est Sangomar. Voilà. Donc ce pétrole-là, il a du gaz aussi. Ce n'est plus de pétrole, mais avec du gaz. Ce gaz, il va être utilisé pour faire de l'électricité. Ça, c'est l'option du gouvernement. C'est le fameux gaz pour power. Et donc, nous, Sénélec, on se prépare à la conversion de nos centrales en fût aujourd'hui pour les basculer au gaz. Je rappelle que les 2 dernières générations de centrales qui ont été construites au Sénégal ont été des dual fuel, c'est-à-dire ont été construites pour fonctionner à la fois avec du fuel ou bien avec du gaz. Donc ça ne va pas être une opération compliquée de changer ces centrales-là pour leur permettre de consommer du gaz. Et donc on va transformer le parc de Sénélec existant au gaz. Et nos projets à venir, on va les inscrire également comme des projets au gaz. Et avec les populations de Sendou, particulièrement avec la mairie de Bargny, la municipalité de Bargny, nous avions signé une convention avec les promoteurs de Sendou pour que dès que le gaz sénégalais sera en état d'être exploité, on puisse faire la conversion de la centrale de Sendou. On est très sensible à cette contrainte environnementale que les industries de façon générale font peser sur les populations, mais également il faut, dans le cadre du respect de nos engagements, travailler intelligemment à atténuer les 2 aspects pour que le Sénégal puisse respecter ses engagements, parce qu'il y a des bailleurs avec qui on avait contracté, qui avaient investi, etc. Mais également il y a la contrainte environnementale que nous prenons en compte. Je dis qu'aujourd'hui on a 20% d'énergie renouvelable dans notre parc, ce n'est pas un petit pourcentage. La France, avec son nucléaire à 80%, n'a que 4% d'énergie renouvelable dans son parc. Toutes choses étant égales par ailleurs, en termes de valeur relative, on est dans la tête de pont des pays qui utilisent l'énergie renouvelable. Maintenant, le prix, c'est une réalité et il n'y a que le mix énergétique avec une prédominance de gaz qui permettra de baisser le coût de l'électricité au Sénégal pour en faire un facteur de compétitivité pour l'économie nationale. Donc, voilà la réponse que je voulais apporter. Merci. Merci. J'ai une deuxième question par rapport au taux d'accès à l'électricité, surtout en milieu rural. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le taux d'accès au global tourne autour de 68%, mais il me semble qu'il existe tout de même une dichotomie entre le milieu urbain et périurbain pour lequel le taux d'accès est autour de 90%, et le milieu rural pour lequel le taux d'accès à l'électricité est autour de 30%, alors que les ambitions du gouvernement pour 2017 étaient plutôt de porter ce taux à 60%. Ce qu'on dit concrètement, c'est qu'un Sénégalais qui habite dans un village sérère ou dans un village du Fouta subit d'une certaine façon une certaine inégalité en matière d'accès à l'électricité. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas encore au niveau des ambitions du gouvernement. Quelle peut être, sachant que la Sénélec, effectivement, ce n'est pas son terrain de jeu initial. Mais là-dessus, quelles solutions concrètes on met en place dans les 2, 3, 4 prochaines années pour permettre à nos compatriotes qui sont dans les milieux plus reculés d'avoir un accès à l'électricité? Je vous remercie. L'accès à l'électricité, ce n'est plus un luxe, c'est un droit. Les populations vont de plus en plus réclamer cet accès et le gouvernement s'y inscrit. Dans le PSE, c'est sur 2030 qu'on espérait l'accès universel. Le président de la République a ramené cet objectif à 2025. 2025, c'est demain. Et je confesse que nous n'avons pas atteint notre ambition de 60% d'électrification rurale. En gros, le Sénégal, c'est 68% d'accès, mais 92% en milieu urbain, mais on n'est pas à 30, on est quand même à 40% en milieu rural. Comme c'est la référence, vous parlez de 2010-2011, on était à 27%. Donc ça veut dire que des efforts ont été faits sur ces 5 dernières années, parce qu'on a doublé le nombre de villages, je l'ai dit, pour être à 40% de taux d'accès en milieu rural, ce qui donne une moyenne globale de 68%. Et comme on va atteindre l'accès universel en 2025,
ce qui va se dérouler, c'est la feuille de route du gouvernement. Il faut utiliser toute la panoplie de technologies disponibles pour donner l'accès à l'énergie. On ne pourra pas faire l'accès universel seulement à partir du réseau. Donc ça veut dire du réseau électrique de Sénélec, je veux dire. Ça veut dire que ça va être la première variante. La seconde variante du plan stratégique qui est déjà tracé, c'est de mettre certaines zones qui sont au-delà d'une certaine distance du réseau sur des mini-réseaux et carrément qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire hors du réseau. Et il y a des zones reculées comme mes parents éleveurs souvent qui sont dans des hameaux vraiment très très loin pour les besoins de leur exploitation pastorale, très loin du réseau et des centres même pas urbains mais villageois, carrément des hameaux. On va essayer de développer des kits solaires pour leur permettre d'avoir accès à l'énergie. Mais une décision stratégique majeure a été prise par le gouvernement du Sénégal, c'est l'harmonisation des tarifs. Jusqu'au mois dernier, ce qui était dans le périmètre de l'électrification rurale avec des concessionnaires privés achetaient une électricité beaucoup plus chère que le tarif de Sénélec, si cher soit-il. Et donc, depuis décembre 2017, le président de la République a pris la décision par décret d'uniforme d'harmoniser les tarifs. Et donc, quel que puisse être votre co-contractant, votre fournisseur d'électricité, vous payez le même tarif que celui de Sénélec, qui est beaucoup plus bas. Cela, ça pose la problématique du coût de l'investissement. Parce que les privés qui investissent n'arrivent pas à vendre au même prix que Sénélec. Ça veut dire que les coûts d'accès sont encore extrêmement élevés et que ce qui se profite pour nous, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure réponse pour l'accès, c'est de continuer à développer un mix à base de gaz. Comme le gaz est un gaz, par la grâce de Dieu, qui sera produit au Sénégal, il va nous permettre de baisser sensiblement les coûts. Il y a deux ans, j'avais lancé au niveau de Sénélec un hedging, une opération de hedging pour pouvoir prévoir la variation des coûts du pétrole. Bon, on a payé un consultant, on a fait le boulot, qui a fait un très bon boulot, mais on s'est rendu compte que notre meilleur hedging, justement, c'était de faire un mix énergétique qui puisse être supportable. Parce que les coûts du pétrole, leur variation, nous, on ne pouvait pas suivre. C'est ce qui explique, fait rare dans le monde, que le président de la République, en décembre 2016, ait donné le cadeau de 10% au Sénégalais sur le prix de l'électricité. Nous sommes l'un des rares pays au monde, ces 5 dernières années, à avoir baissé le prix de l'électricité, même si l'électricité demeure encore chère. Donc une baisse de 10%. Et malgré cette baisse de 10%, l'électricité demeure encore chère, mais le coût du pétrole est remonté depuis. Est-ce que nous pouvons encore suivre cette courbe et revenir sur cette baisse de 10%? Non. C'est ça la difficulté à gérer en permanence pour éviter de faire ce jeu de yo-yo. Parce que les consommateurs, ils acceptent les baisses, mais certainement ils n'accepteraient pas les hausses. Voilà. Donc ce n'est pas des questions simples, mais les découvertes de gaz, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais la réalité c'est que le gaz, il ne s'envole pas. C'est des procédures, c'est des règles. On est dans un monde où c'est difficile de faire dans l'approximation sur ces questions. C'est des questions trop sérieuses pour qu'on pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tous ceux qui travaillent dans ces secteurs stratégiques savent que c'est extrêmement bien encadré, extrêmement bien surveillé. Le plus petit contrat d'IPP que vous signez, à la minute près, tout le secteur de l'énergie est au courant. Tout le secteur de l'énergie. Ils connaissent les coûts, ils connaissent les prix, ils connaissent le contenu de la négociation. De ce point de vue, le monde de l'énergie est un monde extrêmement transparent. Et l'Afrique, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, qui avait vu certaines pratiques éclore, à un moment où on n'avait pas ce niveau d'information, ce niveau de conscience citoyenne, cette Afrique-là, elle n'est plus là. Vous ne l'accepterez pas. D'autres ne l'accepteront pas. Pourquoi ils vont l'accepter? Donc ça ne se passe pas comme ça. Voilà. J'ai une dernière question qui fait aussi office d'ouverture au-delà même du secteur de l'énergie. C'est qu'il y a autre chose qu'il faut reconnaître à la Sénélec. C'est que la Sénélec est désormais crédible dans le domaine du partenariat public-privé au sens large. Et on est conscient qu'aujourd'hui, la croissance de notre pays ne peut pas seulement se faire sur la base des investissements de l'État, parce que l'État n'a pas que ça à faire ou ne peut pas faire tout ça. Donc il y a une implication beaucoup plus forte du secteur privé qui est attendue. Donc avec l'expérience des IPP pour Kounoune, pour Sendou, mais aussi avec d'autres producteurs qui
qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, avec qui la Sénélec a des contrats de partenariat pour acheter l'électricité et réintégrer ça dans son réseau. La Sénélec a développé une certaine expérience dans la façon de collaborer avec le secteur privé. On sait que ce succès qu'on a dans le secteur de l'énergie, on ne peut pas forcément en dire autant dans d'autres secteurs. On pourrait peut-être mieux faire dans les infrastructures, on pourrait peut-être mieux faire dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, en termes en tout cas de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les facteurs clés de succès de la collaboration entre le privé et le public dans le secteur de l'énergie et essayer d'en tirer des leçons qu'on pourrait peut-être appliquer à d'autres secteurs structurels de notre économie? Je vous remercie du sincère pugnace là. Où sont les tout couleurs là? Faut l'endormir là, il me fatigue. Donc, avant de venir sur vos facteurs de succès, un facteur de correction peut-être. Beaucoup d'efforts ont été faits également dans ces secteurs que vous avez énumérés. Hein? Avec le PUDC, vous avez non seulement eu des accès, le problème du désenclavement a été bien adressé, avec des accès à l'eau, avec des pistes de production, etc. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. L'électricité a l'avantage peut-être d'être plus visible parce que si la lampe est allumée, on sait qu'elle est allumée, on s'en rend compte. Voilà. Donc ça impacte beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus visible, mais beaucoup d'efforts ont été faits, même si le domaine de l'énergie, de l'électricité est beaucoup plus mesurable. Peut-être c'est ça l'avantage de notre secteur. Parce que les investissements qui se font de façon générale s'inscrivent dans le même cadre, hein, c'est le même État. C'est le même État qui donne sa garantie, c'est le même État qui offre son cadre juridique, c'est la même justice qui garantit les investissements, donc c'est le même État. Et dans aucun pays au monde, vous ne verrez des investisseurs privés venir injecter leur argent parce que le président s'appelle Macky Sall, parce que, voilà, non, ça n'existe pas ça. Ils viennent parce qu'ils ont confiance au système. Ils viennent parce qu'ils ont confiance au système et l'État du Sénégal... Oui, c'est ça. Vous savez, le crédit, on est dans un pays de latin là, ça vient de credere. C'est avoir confiance, ça signifie en latin. C'est ça le crédit. C'est pour ça, à la banque, on peut même vous prêter sans garantie, juste parce qu'on vous fait confiance sur la base de votre parole. Donc, les interlocuteurs sont importants. C'est les hommes qui font, hein. C'est les hommes qui font, au-delà du système, il faut des hommes qui puissent inspirer confiance, imprimer une dynamique et surtout avoir un plan. Comme je disais, à la veille du groupe consultatif, je crois que je vous avais raconté l'anecdote de 2014. J'avais fait le voyage de Washington pour la Banque mondiale et le FMI pour valider. Et l'économiste de la banque me disait, votre plan il est bon, mais j'ai un souci, qui va le financer? On est en 2014. C'était en février. Donc c'est en janvier que j'étais là-bas à Washington. Il dit, votre plan est bon, mais qui va le financer? Je dis, vous êtes sûr que c'est bon, vous l'avez bien décortiqué? On a passé en revue, on a fait des réserves, on a fait des propositions, même écrites, mais globalement, il se tient, il est défendable. Je dis donc, monsieur, donnez-moi mon plan. Il a fini d'être financé parce que vous qui n'avez appris dans vos universités que ce qui est bancable est finançable. Voilà. Et donc, comme le plan était bon, il a été largement financé au niveau du groupe consultatif. C'est pareil, si on a de bons projets, le cadre juridique, le framework, comme disent les Anglais, s'il est là, les investisseurs ils vont arriver. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est les projets bancables peut-être qui manquent et la garantie que les États peuvent offrir. Et donc, au Sénégal, on a développé ces 5 dernières années exactement une dizaine d'IPP. C'est-à-dire des producteurs indépendants d'énergie sont venus investir et supporter la totalité de leur investissement pour vendre leur énergie à la Sénélec. Donc 3 thermiques et les 6 sont solaires et même le 7e qui est éolienne avec Taïba Ndiaye. Sur quelle base? Sur la base de la confiance, sur la base du cadre que l'État leur offre. Mais naturellement, si l'utilité, si l'opérateur n'est pas crédible, si l'opérateur n'a pas une gestion saine, et ne présente pas les garanties pour devoir payer cet investissement, ils ne vont pas investir. Quand ils vont venir pour signer un contrat avec Sénélec, ils regardent les états financiers de Sénélec et ils ont un interlocuteur également qui est la commission de régulation du secteur de l'électricité. Sénélec intervient dans un domaine strictement réglementé.
contractuel. On a un contrat de concession avec l'État du Sénégal qui finit cette année, j'espère qu'il va le prolonger. On a un contrat de performance signé également avec l'État du Sénégal et les bailleurs, et ce contrat de performance avec des indicateurs précis qui sont passés en revue par un cabinet international tous les 3 mois. Donc on est ausculté là parce que c'est beaucoup d'investissement et ils veulent s'assurer de la rentabilité et du retour sur l'investissement. Ça c'est évident. Et nous on a décliné ce contrat de performance en contrat de gestion avec toutes nos directions. C'est comme ça que nous opérons. Mais on a un règlement de service qui est une contractualisation avec nos clients sous la supervision de la commission de régulation. On ne peut pas faire comme on veut. Tout cela est réglementé. Le secteur est strictement réglementé et c'est une loi qui ne date pas de l'alternance pour faire montrer qu'on a une continuité démocratique quand même. C'est une loi de 1998 qui a mis en place tout ce dispositif-là, qui a créé la CRSE, qui a permis au premier IPP de venir au Sénégal, même si ça n'a pas donné beaucoup de choses avec un projet que je ne veux pas citer pour ne pas faire de jaloux. Mais comme je dis, les centrales de Sénélec portent des noms et des capacités, des numéros, c'est des réalités. On a fait Tobin Power, n'est-ce pas, 105 MW, Contrôle Global, 83 MW, Sendou, 125 MW, Bokol, Malikunda, Sinthiou Mekhe, Mewan, Sokone, non, Kawon plutôt. Et donc, ça, c'est vraiment des noms de centrales, des sites, c'est une réalité qui est palpable. Et donc, beaucoup d'efforts ont été faits et continueront à être faits pour attirer le plus d'investissements et pour pouvoir gérer cette demande qui ne doit pas s'arrêter parce que les Sénégalais ont besoin de cette énergie et à un coût vraiment supportable. Merci, monsieur le directeur. Merci, Sylvain, merci. Il nous apprend que nous avons des plans qui sont bancables et que nous avons également à la tête de ce pays un homme qui est crédible et en qui les institutions techniques et financières ont grandement confiance. Pour continuer cette conférence, on va passer à une série de contributions et j'ai déjà une liste d'intervenants. Ça va être des blocs de 3 personnes pour que les DG puissent répondre de façon globale à ces questions avant qu'on passe au prochain bloc. Vu que c'est la convergence des cadres républicains de France qui a eu à piloter tout ce projet, ils ont eu à plancher également sur les données techniques. Et il y aura une contribution et peut-être éventuellement une question de la CCR en la personne de son coordonnateur. Après, M. Ramsey prendra la parole pour une question. La question, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Ben a annoncé une contribution de la convergence des cadres républicains. Je ne ferai pas de contribution de la convergence des cadres républicains. Tout à l'heure, on en a parlé, peut-être que Ben n'était pas là. Vous me permettrez tout à l'heure de saluer avant de poursuivre, mais je vous explique juste ce que je vais faire. J'ai dit tout à l'heure devant l'hôtel que lorsque Matar Cissé expose, je ne prendrai pas le risque de le devancer à travers des recherches sur les documents déjà disponibles pour essayer de faire des synthèses et poser des questions ou faire des contributions en amont. Parce que pour l'avoir écouté, d'ailleurs il a ouvert la conférence sur un débat qu'on a eu en 2014 lorsqu'on a fait la première conférence sur le plan Sénégal émergent. Mais au risque de vous décevoir, ma contribution sera très limitée et sera limite domestique. Je vais être très terre à terre. Mais permettez-moi, avant de poser la petite question que j'aurai, de saluer monsieur l'ambassadeur qui est aussi un grand ami, à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter des vœux. Je salue monsieur le ministre conseiller aussi, et lui présente les meilleurs voeux pour 2019. Je salue le conseil général. Tous les autres, je pense que je vous ai croisés tout à l'heure dans les couloirs et dans l'organisation. Je vais remercier chaleureusement Matar Cissé, monsieur le directeur de la Sénélec, pour sa disponibilité
à notre endroit d'abord, parce qu'à chaque fois, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, à chaque fois qu'on l'invite, il se montre très enthousiaste et il n'hésite pas à venir débattre avec nous. Je remercie mon frère Béram aussi, qui a fait le déplacement hier, avec aussi beaucoup de plaisir de retrouver les camarades qui ont préparé cette conférence. Je remercie aussi l'intervenant, M. Niel, qui a posé 3 questions extrêmement pertinentes. Et je salue tous mes camarades ici présents, je salue tous mes compatriotes et je salue tous mes collègues que je vois aussi dans la salle. Alors, le bilan énergétique du Sénégal entre 2012 et maintenant, j'ai fait confiance aux chiffres que Matar a partagés avec nous et il est loin d'être exhaustif de ce point de vue. Je pense qu'il l'a dit au début de la conférence en précisant qu'il va parler de 25 minutes. Je pense que le bilan énergétique, pour rappeler le contexte politique, suffirait quand même à tenir des débats, je pense, jusqu'au 24 février. Je vois mes camarades qui me regardent parce qu'ils nous ont interdit de parler politique à cette occasion. Mais quelques chiffres en vrac que j'ai notés en écoutant monsieur le directeur. Entre 2012 et maintenant, du simple au double, Hamé s'est trompé un peu sur les chiffres en parlant de kilowatts, mais des 600 mégawatts, on est passé à 1000, déjà en termes de production. Et ces performances énergétiques qui, je pense, font l'unanimité, sont essentiellement axées sur la diversification des sources et les baisses de coûts de l'électricité. Il a rappelé quelques centrales. La mise en service de plusieurs centrales par réhabilitation, extension et nouvelles installations. Il y a aussi un mix énergétique, et là surgit ma première question, puisque vous avez cité les centrales solaires, vous avez cité en gros la promotion des énergies renouvelables, vous avez parlé de l'éolienne, mais dans les rapports dont on dispose aussi, j'avais vu beaucoup d'hydroélectricité. Qu'en est-il de l'OMVS et de l'OMVG? La contribution de ces sites-là à l'amélioration de notre production énergétique. Pour la distribution, des efforts sont encore à faire, je n'y reviendrai pas. Je me félicite de la fusion prochaine de l'ASER et de la Sénélec. Non, l'absorption de l'AME. On va lui laisser la maîtrise de l'économie d'énergie parce que... Moi, j'ai fait 4 ans. Donc, ça c'est le rural qui parle en fait parce que malgré ces performances-là, on a du mal quand même à convaincre tout le monde, ceux qui n'ont pas d'électricité, qu'il y a beau y avoir abondance en électricité, quand on n'a pas d'électricité, on n'a pas, et on ne voit pas ce bilan positif dans le secteur. Et tout à l'heure aussi, on a abordé l'avenir que j'aborde avec beaucoup d'optimisme. Profitez-en parce que mes camarades disent que je suis un grand institut devant l'Éternel. Tout le débat qu'il y a eu autour de l'exploitation prochaine de nos sites pétroliers et gaziers, j'aimerais qu'on soit rassuré là-dessus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise communication sur les réseaux sociaux et je pense qu'on pourrait en dire le mot. Le temps ne nous a pas permis de rentrer dans ça. Je vous remercie. C'est ce que j'avais noté sur ma feuille en vous disant. Merci, monsieur le président. La parole à notre camarade Idi. Je sais qu'il est intéressé par cette question. J'ai eu à travailler avec lui au niveau du secrétariat au suivi à l'évaluation du PSE. Et à l'époque, il avait fait de la question du mix énergétique son cheval de bataille. Donc j'ai dit, tu as aujourd'hui l'occasion de revenir là-dessus avant qu'on ne passe au prochain intervenant. Tu as la parole. Je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui. C'est quelque chose que je peux dire, rêvé depuis 1 an ou 2. Je pense qu'on a déjà échangé un tout petit peu sur quelques sujets relatifs à ça. Ben a parlé d'une parenthèse effectivement de la vie politique dans la vie
eu un engagement politique auprès de la CCR et de l'APR, dont je suis très fier, parce que je reste en éternel soutien et convaincu de la politique du président de la République et de ses projets. Je reste convaincu qu'on est sur la bonne voie. Et avec des gens comme vous à la manière, je pense qu'il y a encore de quoi y arriver. Je commencerai, après avoir remercié tout le monde, je suis très content de revoir beaucoup de gens que je connais très bien, avec qui j'ai eu un parcours très intéressant, humainement, politiquement, techniquement, tout ce qu'on veut. Quel est le format cette série de questions pour marquer du public. De l'évolution de Sénélec au travers de ces dernières années. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai eu au téléphone mon épouse qui a fondu actuellement dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale. Et quand je discutais avec elle au téléphone, elle m'a dit: ah, mais pour en couper. Je fais: ah, dommage. Elle me dit: ouais, mais bon, coupez-vous Macky Sall aujourd'hui là. Et au bout de 30 secondes à peu près, l'électricité est rétablie. Effectivement, ça a confirmé ses propos. Ça, c'est le défaut furtif. Il va falloir imaginer c'est des choses qui peuvent pas bon, je vais m'arrêter là au niveau des flatteries parce que ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai une contribution et une question. Là, on revient dans la partie purement technique. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais clarifier et avoir quelques projections par rapport à l'avenir. Vous avez utilisé des mots qui me parlent. Alors, la question que j'ai, je vais commencer par la question d'abord, avant la contribution. La question est relative à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les performances qu'on a vues en termes d'évolution et d'amélioration des performances dans le réseau de transport et de distribution. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ce que j'aimerais bien voir avec vous, c'est concrètement et techniquement qu'est-ce qui a été fait, parce que je sais que si on parle d'amélioration du réseau de transport et de distribution, on va intégrer notamment des problématiques de smart grid, on va intégrer notamment des problématiques d'autonomie et d'intelligence du système, avec des appareils qui vont nous permettre de mesurer concrètement la performance et la continuité du service sur le terrain, des remontées d'informations au terrain. Et il y a un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, c'est jusqu'où va la remontée d'informations de Sénélec sur le terrain. Est-ce que ça s'arrête aux stations, aux sous-stations électriques, ou est-ce qu'on va jusqu'au poste de distribution? C'est techniquement intéressant pour nous, parce que par ailleurs j'ai un cabinet de consultance et d'assistance technique sur ces sujets-là, et ça fait partie aussi des sujets qui nous intéressent. Et donc ça, c'est un sujet que j'aimerais voir avec vous. Le deuxième sujet que j'aimerais voir, c'est est-ce que Sénélec a vocation, ou est-ce que Matar Cissé a vocation à construire un écosystème électrique au Sénégal? Quand je parle d'un écosystème électrique au Sénégal, c'est un ensemble d'acteurs qui se regroupent pour apporter un ensemble de services cohérents aux populations sénégalaises. Je m'explique. On a un producteur, un transporteur et un distributeur d'électricité qui est Sénélec. On a des intégrateurs. On a des panels builders, donc ceux qui construisent les tableaux électriques et qui sont d'ailleurs réalisés à l'étranger et qui sont importés au Sénégal. En tout cas, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça a évolué entre-temps. On a les services providers, donc ceux qui apportent du service, vous avez parlé tout à l'heure d'Akili, qui est une très belle réussite, et je vous encourage et je vous félicite par rapport à tout ce que vous avez fait par rapport à ça. On a les mainteneurs, ceux qui font la maintenance. Est-ce qu'il y a la vocation de Sénélec de construire un écosystème cohérent qui regrouperait tous ces acteurs-là pour que le service apporté aux Sénégalais puisse être plus pertinent et plus efficace? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, quand il y a un défaut quelque part dans un site électrique, il faut du temps pour que les agents de Sénélec interviennent, fassent l'analyse, fassent le diagnostic et éventuellement apportent des réponses plus tard. La construction de cet écosystème électrique permettrait notamment d'automatiser et de rendre plus intelligent la remontée de défauts et d'aller dans le sens du diagnostic
j'espère avoir été clair sur le sujet. Maintenant, la contribution, et je vais aller très vite, Ben, je ne le vois pas, mais je sais qu'il n'est pas très loin. La contribution, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de digitalisation. Alors la digitalisation, c'est la nouvelle révolution industrielle. Tout le monde est connecté. Je pense qu'on a tous ici des iPhones qui sont capables de réduire la consommation électrique qu'on trouve actuellement chez nous. Alors la digitalisation s'accompagne de deux choses. La digitalisation s'accompagne de l'intégration dans le réseau électrique à outrance de ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc des capteurs. On se rappelle tous des problèmes qu'il y a eu avec l'intégration de nouveaux compteurs électriques dans une ville du Sénégal, avec des gens qui n'étaient pas spécialement d'accord pour faire cette transition. Je pense qu'il y a aussi de l'ingénierie sociale à faire et beaucoup de communication pour que les gens comprennent l'importance de cette transition. Et en plus de l'introduction de l'IoT et de ces objets connectés intelligents, il y a un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est aussi mon métier, c'est la cybersécurité de ce domaine. La sécurité du réseau, des réseaux électriques de manière générale, est-ce que les experts décrivent comme étant la troisième guerre mondiale? La troisième guerre mondiale sera une guerre digitale, une guerre industrielle, et ça passera par des cyberattaques. On sait tous ici globalement que le réseau d'enrichissement d'uranium de l'Iran a été attaqué avec un virus qui s'appelle Stuxnet par les Israéliens et les Américains. Les Ukrainiens ont connu des séries de blackouts il y a 2 ans à peu près. Aux États-Unis, à Boston, on a eu des blackouts. Donc si des États aussi puissants que ceux que j'ai cités ont été attaqués, un pays comme le Sénégal qui a découvert des ressources naturelles, pétrole et gaz, est à mon avis aujourd'hui vulnérable, devient vulnérable. Et je pense que c'est une question qu'il faut prendre très, très au sérieux. Et j'aimerais du coup savoir quelle est la position aujourd'hui de Sénélec et de Matar Cissé par rapport à la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la haute disponibilité de notre réseau électrique. Et pour terminer, quand est-ce qu'on va passer à l'upgrade de notre réseau électrique, à la mise à jour, à la mise à niveau de notre réseau électrique et y introduire de la redondance. Voilà, je suis désolé de la redondance. De saluer monsieur le consul Diallo qui est arrivé tout à l'heure, également le ministre Malick Gaye que je viens d'apercevoir tout à l'heure, Madame Baké et mon Tamsir, je ne dois pas le saluer. Parce que la première fois, je suis venu faire une conférence, il a dit Combi Canada. Et après la conférence, il a trouvé le moyen de me rencontrer. Il m'a dit grand, il faut qu'on Congo, mais Congo. Et comme je ne lui ai pas encore pardonné ça, bon, je continue. Bon, ok, mais ça c'est une autre histoire. Et notre sœur Rokhaya Sall, Rokhaya, je viens de vous voir, bienvenue. Donc, merci d'être venu. C'est la sœur du président Macky Sall, donc c'est notre sœur aussi, parce que Macky Sall nous voilà. Donc, sur l'hydroélectricité, dans une Afrique idéale, on serait des pays intégrés. Tout le monde sait que notre avenir, c'est l'intégration, mais je vous épargne les contraintes pour y arriver. Et le Sénégal ne devrait pas avoir de centrale électrique. On aurait dû avoir nos centrales peut-être solaires, de l'éolienne. Le Mali aurait dû avoir des centrales solaires, mais le Nigeria devrait nous produire assez à base de thermique pour qu'on ait des échanges et qu'on ait des projets régionaux. Et naturellement, la Guinée, qui est le réservoir de l'Afrique, le château d'eau de l'Afrique, aurait dû nous produire assez d'hydroélectricité pour qu'ensemble, avec l'énergie thermique du Nigeria, l'énergie thermique et hydro de la Côte d'Ivoire, avec le solaire du Sénégal, du Mali, qu'on ait un mix sous-régional, régional et des échanges. Malheureusement, ce monde idéal n'existe pas encore, même s'il y a le réseau africain avec le WAP, qui est en train de se développer pour qu'il y ait des échanges d'énergie. Mais les projets régionaux mettent beaucoup de temps à voir le jour. Et on est obligé en permanence de réviser nos plans de production. Parce que vous comptez sur un barrage qui doit être fini en Guinée pour avoir de l'électricité au Sénégal. Vous vous réveillez, vous vous rendez compte que ce barrage il a déjà pris X années de retard. Vous êtes obligé d'ajuster
votre plan de production. Et un projet d'énergie, la tire, c'est minimum 3-4 ans pour les études, le développement et la mise en service. C'est minimum. Je n'ai pas vu de centrale qui soit sortie de terre, tout le package compris en moins de 4 ans. Je n'en ai pas encore vu en Afrique. Peut-être en Europe, mais en Afrique, je n'en ai pas vu. Donc, c'est le problème de la planification qui nous pose problème. Et nous, on est obligé de sécuriser notre espace national en attendant que ces projets régionaux arrivent. Effectivement, on avait pris des engagements. Moi-même, personnellement, j'ai signé un courrier où je m'engageais à acheter 300 MW Sénélec, je vous dire, du barrage de Samangalou en Guinée. Mais les travaux de ce barrage l'énergie de ce barrage n'est toujours pas livrée. Et donc, en tout temps, nous, on est obligé d'avoir d'autres options pour qu'on ne soit pas en situation de manque. Et sans compter qu'il y a des lignes qui devaient relier ces pays qui sont encore en construction et certains sont juste encore à l'état de passation de marché. Avec la contrainte environnementale sur les différents projets et la contrainte sociale des bailleurs, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire des projets en Afrique. Je vous donne juste un exemple. La Guinée, c'est l'un des paysages les plus magnifiques d'Afrique. Et si vous voulez, quand vous faites un projet et reconstituer à l'identique ces écosystèmes comme les bailleurs vous y obligent, vous risquez de passer 5 ans juste sur la contrainte environnementale. Et donc ça retarde d'autant les projets. Mais bref, je crois que nous allons les surmonter. Mais c'est encore inscrit dans notre plan de production que nous devons importer de l'hydroélectricité de Samangalou et de Gouina. Mais en attendant, nous avons 8% d'hydroélectricité dans notre mix qui nous proviennent du barrage de Manantali et du barrage de Fébou, qui est un peu moins important, qui ne fait que 60 MW. Et donc le Sénégal, pour ceux qui ne le savaient pas encore, est dans un système de celui, dans un système interconnecté avec le Mali et la Mauritanie. Et le système est géré à partir du Sénégal, qui est le seul pays des 3 à avoir un dispatching. C'est ça qui nous cause les soucis aujourd'hui dans le système électrique. Quelqu'un parlait des coupures Macky Sall, les défauts furtifs, pour parler le langage des techniciens, parce que nous sommes obligés très souvent d'aller en délestage premier stade pour pouvoir gérer la fréquence du réseau. L'électricité a la particularité de devoir être consommée en temps réel. Il doit y avoir, vous produisez, vous devez consommer en temps réel, il ne doit pas y avoir de différentiel entre ce que vous produisez et ce que vous consommez. Et en temps réel, le rôle du dispatching, c'est de faire les ajustements. Mais comme cet ajustement ne peut pas être mécanique, on le constitue de façon automatique pour préserver le système. Quand vous perdez une puissance dans un pays donné, le système se déconnecte pour permettre à l'ensemble de continuer à fonctionner. Bon, je ne vais pas faire un cours d'électricité, mais bref, c'est ça qui explique ce qu'on appelle les défauts furtifs. Ça part, ça revient. Mais la Mauritanie est en train de construire un dispatching, le Mali est en train de construire un dispatching, et à terme, on devrait avoir un système. Donc, je réponds par anticipation à votre question sur les défauts furtifs. L'accès au rural, c'est une surpriorité. Le président de la République a dit accès universel 2025. Et je crois qu'avec la holding, qui est une réforme institutionnelle qui permettra de regrouper Sénélec, Azer et quelques agences, on devrait avoir une force opérationnelle plus optimale pour pouvoir conduire ces projets d'électrification universelle en utilisant le réseau, mais en utilisant les mini-réseaux, mais également en utilisant les kits solaires pour essayer de donner l'électricité à tous les Sénégalais. C'est une surpriorité, c'est vraiment inscrit dans l'agenda du gouvernement et la réforme a déjà été adoptée. Le gaz et le pétrole, moi ce que je retiens du gaz et du pétrole, c'est que c'est une bénédiction du ciel, parce que peut-être qu'il y a des sœurs qui ne croient pas encore en Dieu, et je ne veux pas les choquer. Donc c'est une bénédiction du ciel, et il n'y a aucune fatalité en la matière. Aucune fatalité. Pourquoi fatalement on devrait échouer sur ce sujet? Pourquoi? C'est écrit où? Nulle part. Pourquoi? Vous serez là pour y veiller, je serai là, d'autres seront là. Et vous pensez que le président Macky Sall, qui est notre président de la République, qui est notre leader, qui est notre frère, qui est tout ce que vous voulez, il n'y aura personne au Sénégal s'il devait aller à côté pour lui dire, monsieur le président, ce n'est pas le chemin. Et pourquoi lui prendrait le mauvais chemin? Il aime le Sénégal moins que nous, il n'est pas patriote, il s'est battu pourquoi? Non. Ce débat, moi je ne crois pas en ces choses-là. Pour avoir côtoyé l'homme, pour avoir vu sa façon de s'engager pour son pays, pour avoir vu l'amour qu'il a pour son pays et le sens de la justice. Il a un mot tout le temps à la bouche, c'est inéquité territoriale. Correction des inégalités.
Et comme je dis souvent aux jeunes, sa sobriété, son calme, c'est pas... Les politiques sont très forts, mais ce n'est pas fin, c'est une nature profonde. Je ne prendrai pas le risque de le dire ici, si je ne le pensais pas sincèrement. Donc, toutes choses qui font qu'il a des convictions comme moi, quelqu'un sorti du terroir, qui est parti de là où il est parti, école publique pour devenir ce qu'il est, et qui a tout fait au Sénégal, qui a fait presque tout son cursus au Sénégal, excepté son passage à Paris à l'Institut du pétrole. Donc un Sénégalais vraiment de cœur, qui a le Sénégal au cœur. Donc je ne peux pas, moi pour l'avoir côtoyé, pour l'avoir côtoyé, je ne peux pas imaginer un autre schéma que celui du gaz et du pétrole dont les revenus seront rationnellement utilisés au profit des populations. Et deux choses, parce que je vais être concret également et factuel, on surveille tout ça, deux choses me font penser que ce sera fait comme ça. Il y a une loi de programmation déjà sur les revenus. C'est extrêmement important. C'est l'Assemblée qui va dire comment on va... Ceux qui veulent utiliser les revenus à un certain fin n'ont qu'à se battre pour contrôler l'Assemblée, c'est tout. Parce que ça, c'est déjà inscrit. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais vu au monde une consultation sur le gaz et le pétrole dans un pays. Vous dites, on a découvert du gaz et du pétrole, j'appelle tout le monde à une consultation pour que chacun donne son point de vue, qu'on sache comment utiliser au mieux ces ressources. Le reste, c'est du standard relatif. Sur l'international, la gestion des périmètres de recherche se fait de la même manière. Parce que c'est beaucoup d'investissements qui sont consentis et sans avoir de certitude d'avoir un résultat, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ceux qui viennent pour faire cette recherche, ils demandent un maximum de garanties et ils ne peuvent pas, qui leur permettra d'assurer le retour sur investissement si jamais les recherches étaient concluantes. Sinon, vous n'allez jamais avoir de société qui va accepter de s'investir là-dedans. Et le troisième élément qui réconforte, c'est qu'il y a un code pétrolier qui est en cours de finalisation, je crois qu'il est même déjà adopté au niveau du gouvernement, et ce code prend en compte l'ensemble de ces préoccupations liées à la transparence et à l'utilisation des ressources. Et donc chaque Sénégalais est une sentinelle pour veiller à cette bonne utilisation de nos ressources. En tout cas, moi j'ai confiance que c'est le gaz qui nous permettra d'atteindre le cap de l'émergence beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Il dit donc, je vais donner la parole, je suis désolé, je ne peux pas poursuivre ce dialogue avec vous, parce qu'il n'y a pas d'autres ingénieurs comme vous dans la salle, ils vont s'ennuyer. Mais sachez que toute la panoplie que vous avez décrite, on a essayé de mettre, parce que pour redresser une entreprise industrielle comme Sénélec, vous imaginez bien, ce n'est pas juste une question de, on a changé de DG, non. Parce que les équipes de Sénélec étaient déjà en place depuis longtemps. Mon top management, il totalise à E4, les 5 les plus anciens totalisent plus de 100 ans de Sénélec. Ils ont tous fait plus de 30 ans dans Sénélec. Donc ils ont une expérience, vous les connaissez. Ablaïdia, qui est mon adjoint, il a 33 ans de Sénélec. Moussa Diaye, le directeur du système informatique, il en a 33 ans comme lui. Moussa Diaye en a 32, etc. Bakary Diop, 34. Donc tous mes directeurs ont minimum entre 30, Malik Diallo en a 35. Donc ils ont tous entre 30 et 34 ans de Sénélec. Donc ils connaissent cette maison beaucoup mieux que moi et ils connaissent l'outil du bout des doigts. Mais naturellement, ce qui nous est arrivé ces années, c'était un retard d'investissement. Je ne veux pas parler du problème de management. Je ne veux jamais ramener les questions à ma personne. Le moi est haïssable. J'aime bien cette phrase de Pascal. Ce n'est pas le but. C'est une œuvre collective. Mais il y a un retard énorme dans l'investissement qui est en train d'être rattrapé. J'ai analysé l'entreprise Sénélec de redressement comme une entreprise de mise à niveau, de mise aux normes. Vous avez parlé d'update, c'est ce que nous sommes en train de faire. À travers le réseau déjà, qu'il faut, comme vous le savez, c'est comme l'informatique. S'il y a moins de coupures, c'est parce que non seulement on a fiabilisé les réseaux existants, on a remplacé les tronçons défectueux, mais on a créé des lignes de repli. Comme en informatique, il faut des backups, il faut des lignes de reprise. En France, j'ai visité EDF, ça a été mon dernier bench. Parce que quand j'ai pris Sénélec, j'ai dit si je commence par les Européens, je risque de me décourager. Donc je vais bencher des pays un peu plus proches du Sénégal. Donc j'ai commencé par Maroc, Tunisie, voilà. Je dis là, je peux commencer à avoir l'espoir. Et quand je suis arrivé à EDF, j'ai visité EDF que l'année dernière. Donc après 2 ans, je ne me suis pas précipité à EDF. Mais à Paris, vous avez combien de coupures par heure? Hein? Combien de coupures par heure, vous ne pouvez même pas imaginer? Une centaine? Mais qui le sent?
parce que c'est le niveau de performance technique en reprise instantanée par des automates qui vous redirigent sur des réseaux qui marchent. Et si vous prenez Paris Intramuros, Paris est sur une double dérivation. Donc il y a deux sources qui alimentent chaque point lumineux de Paris, est alimenté par une double source. Et cette source elle-même alimentée par deux autres sources. Quand est-ce qu'ils vont sentir la coupure? Mais il y a des coupures tous les instants, mais ils ne sentent pas. Nous, ce niveau, on ne l'a pas, mais on le construit progressivement. Donc c'est une entreprise de mise aux normes. Nous, on a une possibilité de reprise aujourd'hui. On n'en a pas deux, on n'en a pas quatre. Mais si vous prenez Dakar, pour chaque client de Senelec coupé, on a aujourd'hui une possibilité de reprise. Ça a été notre premier combat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des coupures, parce qu'il y aura toujours des pannes, mais elles ne durent pas. Parce qu'on peut reprendre les clients. Mais un système électrique dans lequel vous ne pouvez pas reprendre les clients, forcément, ils vont constater les longues heures de coupure. On a amélioré le système de dépannage, parce que le numéro de Senelec 867 66 66, il marche. Quand vous appelez, vous pouvez faire le test. Appelez, s'ils ne répondent pas, je quitte la salle. Ils vont répondre, je prends le risque. Prenez, appelez. Non seulement je quitte la salle, mais je vous permets de huer, voilà. Appelez, faites le test, il va marcher. Donc c'est le numéro de dépannage. Quand vous appelez, vous avez un opérateur qui vous répond et qui prend en charge. Souvent il y a des coupures, mais les Sénégalais, ils attendent. Il faut toujours avoir le réflexe de vérifier que ce n'est pas que chez vous. Si c'est chez vous, c'est votre système. Peut-être que c'est juste votre disjoncteur qui a sauté, il faut le remettre. Mais si vous regardez et que c'est dans le voisinage, vous appelez ce numéro de dépannage, il réagit. Et il vous envoie une équipe pour voir ce qui ne va pas. Et on a mis aujourd'hui une équipe dédiée aux entreprises. Parce que dans le chiffre d'affaires de Senelec, vous avez les entreprises qui donnent presque la moitié du chiffre d'affaires. Ces entreprises-là, il faut leur réserver un traitement particulier. Donc on a mis une ligne dédiée à ces entreprises et une équipe de dépannage dédiée aux entreprises qui sont pour l'essentiel dans la région de Dakar. Et en termes de SEIFI et de SEIDI, qui est fréquence des coupures et durée des coupures, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir dire que Senelec est devant la compagnie de Côte d'Ivoire, deuxième économie de l'UEMOA. Quand vous parlez aux techniciens, vous dites SEIFI, SEIDI, ils savent de quoi on parle. Et donc, je vous le laisse le regarder vous-même. C'est un test que je vous fais, un défi. Parce que je ne veux pas donner l'impression que... Parce que ça, c'est des chiffres. C'est publié par la Banque mondiale, c'est publié par l'UEMOA. Donc, on ne peut pas inventer des choses dans ce secteur. Ce n'est pas possible. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas. Donc, on a une meilleure qualité de service en termes de durée des coupures, qui est le CID, mais également en termes de fréquence des coupures. Parce qu'on a quitté quand même 36 jours de coupure en 2011. C'est-à-dire qu'on restait 36 jours, 38 sans avoir d'électricité. On est à moins de 2 jours aujourd'hui, 24 heures. Si on cumule. Donc ça, c'est des performances qui sont appréciables. Et les capteurs sont en train d'être installés, pas dans tous les postes. Les objets connectés, c'est la prochaine phase avec Akili. On arrive à mesurer au niveau des postes sources, mais également au niveau des grands postes de MT de distribution. Ça, on arrive à le faire. On a installé des capteurs pour pouvoir mesurer l'énergie qui arrive, comme vous dites. Et l'écosystème, moi, je suis pour. Il n'est pas totalement au point, mais il est en construction. J'estime qu'on ne peut pas atteindre l'électrification universelle sans industrialisation du système électrique. En clair, il faut avoir une industrie qui fabrique du matériel électrique. On ne peut pas importer poteaux, câbles, connecteurs et vouloir faire l'électrification universelle. Ça pourra se faire, mais ça va prendre énormément de temps. Donc il faut développer une industrie locale, créer de la valeur ajoutée et permettre de réduire les gains de temps et d'intervention. Et c'est pour ça que Senelec a pris le parti de développer des joint ventures avec des startups comme Akili pour pouvoir gérer le système de comptage. Qu'est-ce qu'il y a de plus désobligeant que de voir des clients qui veulent s'abonner et qui n'ont pas de compteur parce que les compteurs ne sont pas disponibles parce qu'ils sont quelque part dans une procédure de marche avec des recours, des machines. Ouais. Et ça développe la fraude, ça développe la corruption dans le système. Donc on a choisi de travailler avec Akili pour leur permettre d'acquérir les compteurs et de les placer directement. On a choisi de prendre des actions dans une société qui fabrique des poteaux de béton à Diamniadio. Au lieu d'importer du bois, des poteaux de bois, avec le risque, avec la contrainte sur l'environnement, on a la chance d'avoir 3 cimenteries au Sénégal. Donc vous avez vu que de plus en plus, c'est des poteaux en ciment que nous avons au Sénégal à la place des poteaux en bois. Et ça permet de créer de la valeur par rapport à ces cimenteries qui existent au Sénégal. Bref, l'écosystème, nous y pensons. On n'a pas tous les outils,
Mais avec des ingénieurs comme vous, j'en ai rapatrié une vingtaine depuis que je suis à la Sénélec. Donc il faut continuer, parce que c'est les hommes qui font, il faut les hommes, il faut de la matière grise. Donc il faut continuer à encourager le retour vers le Sénégal pour ces nombreux ingénieurs, pour ces nombreux techniciens de la diaspora qui ont leur place à jouer dans cet écosystème à bâtir. Cybersécurité, c'est quand je parlais du dispatching que je voulais en parler. Bon, la prochaine guerre dans un pays, les gens ils vont attaquer le dispatching et s'emparer du système électrique. Ça c'est... Mais bon, je n'ose pas dire qu'on n'en est pas à cet enjeu, mais nous prenons ça en compte. Ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est que nous développons un nouveau système d'information. Sur la base d'un appel d'offres international, sur un financement de la Banque mondiale, le nouveau système d'information qui est en train de Sénélec sera livré en fin janvier de cette année. Donc ça c'est le premier pas. Rapatrier la plateforme technologique qui permet de générer le chiffre d'affaires, donc déjà le PAONET, parce qu'il était quelque part dans un pays asiatique, comme vous le savez aussi. Mais nous sommes également en train d'installer tous ces outils modernes qui permettent le pilotage intelligent du réseau. Je parlais des compteurs intelligents, mais on a le SCADA, on l'a mis aux normes avec, on a développé la radio, la télécom, on l'a mise en service il y a 2 mois, certainement vous avez suivi l'information, comme vous suivez le secteur, mais on a le DMS qui va arriver avec Schneider qui le construit. Vous travaillez plus chez Schneider, donc, mais vous savez qu'il y a un projet de DMS qui permet le pilotage intelligent du réseau et de réagir. Mais tout cela nécessite qu'il y ait des normes de sécurité pour éviter les intrusions et donc les attaques. Et on a un conseil dédié justement à la sécurité informatique et à la cybersécurité pour faire transparent et clair. Il s'appelle Souley, vous pouvez le contacter, il est à la Sénélec. Vous le connaissez déjà, voilà. Donc on a pris en charge cette question. Merci beaucoup.